Bonjour tout le monde, ici Steve Jean, bienvenue à Québec Mountain Bike Podcast, le balado québécois dédié à la passion du vélo de montagne. Encore une fois, aujourd'hui, Faction Bike Studio pour la deuxième partie de notre rencontre. Maintenant, j'ai Simon Ayotte qui se joint à moi et puis à Jérôme. Bonjour Simon, ça va bien? Bonjour Steve, oui, content de te revoir. Oui, bonjour Jérôme. Bonjour. Jérôme Roy, qu'on connaît pour avoir fondé la compagnie Balfa, Cycle Balfa. Aujourd'hui, c'est ça, on va parler de technique, on va parler on va parler de vélo en masse. Mais comment ça va, Simon? T'as-tu passé un bel été jusqu'à maintenant? Oui, super bien été, pas mal de bikes, ça va bien. Ça va bien? Ouais. Rouler en masse? Ouais, rouler en masse, renouer avec le DH cette année, là. Ah oui? Ouais, ça fait du bien. C'est de revenir aux racines. Aux racines? Ouais. Ben, c'est ça, on avait parlé dans la dernière entrevue, tu nous avais dit que tu avais participé, t'avais pris part à une équipe de descente, t'avais aussi managé en français, comment on dit ça? Ouais, gérer ouais. Cette équipe-là. Ouais. Puis un peu plus tard, tu n'avais pas voulu vraiment aller en profondeur là-dedans, mais un peu plus tard, j'ai eu dans le fond des indices lorsque j'ai interviewé Luc Langevin, qui travaille au Petit Stop maintenant, puis on salue Luc, mais dans le fond, c'est ça, Luc m'a confirmé que c'était l'équipe dans laquelle courait son fils, Hugo Langevin. Donc, vous avez couru ensemble à cette époque-là. Oui, exact. Ouais, moi puis Luc, on s'aidait pas mal là, quand on a fait l'équipe. Au début, c'était l'équipe Gravité Sport. Après ça, Cycle Performance. Après ça, l'équipe Cycle Saint-Onge. Donc, on a passé pas mal de gros étés de course ensemble. Ça fait que, donc un retour cette année un petit peu à la descente, là. Ouais, exact. Je me suis finalement racheté un vélo de descente. Puis c'est revenu tout de suite, là, la piqûre. Là. Je me suis demandé pourquoi je me suis passé de ça pendant quelques années. Là. Puis Jérôme, toi, tu roulé un petit peu cet été? Oui. Moi aussi, j'ai jamais fait énormément de descente, mais cet été, je l'ai fait pas mal parce que mon plus jeune aime beaucoup ça. Ça fait qu'on lui a fait une passe de saison à sa fête, puis je l'accompagne de temps en temps. Au point de me casser quelques côtes. Ah oui? Oui. Cet été, ça? Oui. Oh, désolé d'apprendre ça. Ouais, mais ça s'est bien remis. OK. Puis, c'est quoi que tu t'as acheté comme vélo, Simon? Je me suis acheté un Trek Session. OK. Ouais, le nouveau iPivot. Ouais. Puis, écoute, Simon, directeur recherche et développement chez Faction Bike Studio. Ouais. Et puis, Jérôme, on dirait que ton rôle ici, toi, c'est... responsable prototypage et machine de test. OK. Ouais. Fait que là, tu sais, on est dans une entreprise, là, ici, pour les gens qui se rappelleraient pas ou qui n'ont pas écouté le premier épisode sur Faction Bike Studio. Faction Bike Studio, est-ce que vous pouvez un petit peu lui donner rapidement là, la définition, là, qu'est-ce que vous faites dans l'industrie du vélo aussi? Ouais, on offre des services d'ingénierie, de design aux compagnies de vélo. Fait que on peut offrir dans le fond tout qu'est-ce qui est développement de produits au vélo, aux compagnies de vélo. On offre des services clés en main. On a un département d'ingénierie qui peuvent aider à troubleshooter un cadre qui brise en production. On a une équipe de design industriel. On a une équipe d'ingénierie et concepteurs de vélos. On va chez les usines pour repartir des productions de cadres. Donc, on travaille dans l'ombre. Les compagnies de vélos nous engagent quand ils ont des projets. Manque un peu de main-d'œuvre à l'interne, manque un peu de connaissances, de main-d'œuvre spécialisée à l'interne. Là. Donc, on peut les aider de tout, de A à Z. De A à Z. Du début d'ingénierie jusqu'à la commercialisation. Exact. Donc, ça en dit gros sur vos connaissances dans le monde du vélo. Jérôme, rapidement, on l'a parlé depuis qu'il a fondé la compagnie Cycle Balfa. Lorsqu'on choisit un vélo aujourd'hui, en 2024, en tant qu'employé chez Faction Bike Studio, on sait qu'est-ce qu'on recherche, là, j'imagine, hein? Ça ressemble à quoi, justement? C'est quoi, pour vous, vos critères, là, maintenant, tu sais,
dans votre tête, là, quand vous cherchez un vélo, c'est quoi? Tu commences, Jérôme? Quand je cherche un vélo, comme on disait tantôt un petit peu, on est arrivé à un niveau technique. La plupart des compagnies font des bons vélos. Mm-hmm. Tu sais, avant, on se faisait demander quelles marques font des bons vélos. Puis là, on répondait une marque ou une autre. Mais de nos jours, moi, je dirais que la plupart des compagnies font des vélos tout à fait acceptables. C'est sûr que chaque compagnie a des petites particularités. Mais qu'est-ce que je cherche quand je prends un vélo? Je cherche la durabilité, les pièces qui vont être faciles à remplacer, des pièces qui sont courantes. Mm-hmm. Puis des standards qui sont... les standards sont beaucoup plus établis qu'avant aussi. Fait que à ce niveau-là, on peut moins faire de mauvais choix qu'avant, beaucoup moins qu'avant. Et tu vas porter une attention, tu vas dire, OK, je vais essayer de garder des choses qui sont plus standards, plus faciles à trouver, peut-être au niveau des bearings, tous ces trucs-là, tu vas regarder ça? Oui, on parlait des pattes de fourche, des pattes de derrière UDH tantôt. Ça, pour toi, c'est un critère, il faut que ce soit UDH? Je dirais que oui. Oui. La patte elle-même est plus solide puis est plus facile à trouver. Mm-hmm. Il y a d'autres standards. Les autres standards sont presque tous établis. Là, quand on parle du diamètre de tige de selle, largeur de roue. Une grandeur de roue aussi, là, qui est encore un gros débat. En débat, oui. OK, puis ça ressemble à quoi? Grandeur de roue, pour toi, c'est... Moi, je roule un très vieux Balfa, fait que je roule du 26, je dois dire. Mais mon plus jeune, qui roule beaucoup, il est grand, fait que j'ai pogné 2 roues de 29. OK. Puis Simon, toi, ça ressemble à quoi, pour toi, les critères de sélection pour un vélo? Un peu comme Jérôme, tu sais, après autant d'années, on dit un inventaire de pièces, si on veut, là, des sets de roues, trucs comme ça que tu veux réutiliser. Fait que tu essaies de rentabiliser ces achats-là. On dirait qu'on devient difficile aussi avec le temps, ou de peut-être juste travailler dans l'industrie, là, mais mes critères ont probablement évolué aussi un peu avec le temps. Aujourd'hui, je pense que j'aime ça avoir un vélo simple qui brise pas pour avoir le plus de temps possible pour rider. Ouais. On dirait que là, j'ai comme moins de temps qu'avant pour aller rider. Fait que quand je veux aller rider, je vais prendre mon vélo puis je vais aller rider sans me poser de questions. J'ai-tu fait l'entretien d'ici, ça? Y a-tu une boîte de lousse? Y a-tu un bearing qui a saisi? Fait que je pense que je mets l'accent là-dessus, là. Ouais. OK. Puis, mixed wheel, 29 pouces. Une grosse question de préférence et de pratique et de terrain, là, comme tout sur le vélo, mais pour ma part, en DH, j'ai pas mal convergé vers mixed wheel pour dégagement avec les fesses quand tu recules, tu fais du plus steep, là, si on veut, là. Puis en enduro, j'aime encore beaucoup les 229. Ouais. J'ai pas encore beaucoup essayé mixed wheel, là, mais double 29, on dirait que je sens plus de traction sur le pneu, plus de la surface de contact avec le sol est plus grande, c'est plus roulant. Puis je suis assez grand, fait que je suis capable de bouger le vélo comme exact, toi. C'est pas un facteur exactement, contraignant. OK. Puis au niveau du matériel, on peut parler de ça un petit peu. Qu'est-ce que t'en penses? Pour le choix du cadre? Oui, le choix du cadre. C'est une question intéressante. C'est souvent un critère de sélection, ça, de vélo, ou même d'une composante, là, quand on achète un vélo ou un guidon ou des roues. Là, moi, je veux un set de roues en carbone. Non, moi, je veux un set de roues en aluminium. Puis c'est un peu comme une fausse prémisse, je crois, parce que dans le fond, tout le monde veut le cadre le plus léger, le plus durable et avec XY caractéristiques, mais peu importe si c'est en aluminium ou en carbone, tu peux atteindre sensiblement la même chose, là. En effet. C'est un peu dur aussi il y a peut-être juste le nom de la marque qui peut donner un indice sur le niveau peut-être de qualité qui peut sortir du cadre.
Tu sais pas, quand t'achètes un vélo en aluminium ou en carbone, tu sais pas si ça y a été bien fait ou si il est bon ou pas, parce qu'il y a à peu près milliers de façons de faire un vélo en aluminium et de faire un vélo en carbone. Mais pour moi, je pense que j'ai une préférence vers l'aluminium. Généralement moins dispendieux, permet de mettre plus d'argent sur les suspensions, les freins auxquels j'accorde plus d'importance. Puis même si je crois qu'on est capable d'avoir un vélo en carbone un petit peu plus léger, mettons à qualité égale avec l'aluminium, là, j'irais vers l'aluminium. Un vélo qualité égale carbone ou aluminium, je pense que le vélo carbone va tout le temps être un petit peu plus léger. Ouais. Mais j'accorde pas assez d'importance au poids pour ça. Fait que ma préférence serait vers l'aluminium. Jérôme, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben, moi, j'ai entendu souvent que en descente, le carbone finissait très proche du poids de l'aluminium, mais qu'il y en a qui appréciaient beaucoup le fait qu'il soit plus rigide que l'aluminium. Le même géométrie, le même grosseur de tube peut être un petit peu plus rigide en aluminium en carbone qu'en aluminium. Mais moi, comme Simon disait, il y a beaucoup de différences d'une marque à l'autre, là, carbone et autres carbone. Ouais. Ça fait que dans le fond, c'est difficile de faire un choix. Ouais, c'est difficile de voir, mais je dirais de voir des différences remarquables entre les vélos. Là. OK. Mais ouais. Ça m'empêcherait pas nécessairement de faire un choix non plus. Tu sais, si comme là, mettons, il y a des marques comme Santa Cruz ou Forbidden qui donnent juste des vélos en carbone, mais ça m'empêcherait pas. Si le vélo correspond à tous mes autres critères, sauf ça m'empêcherait pas de faire l'achat d'un vélo. Là. Puis, t'as mentionné Santa Cruz, là, mais si on parle, mettons, justement, de Santa Cruz qui a deux qualités de carbone, tu sais, pour leur cadre, là. Fait que, y a-tu vraiment une différence, selon toi? Ah oui, c'est sûr. Ah oui? Ah oui, sûr. Il y a juste le lay-up, là, la façon dont on arrange les fibres dans le moule et le type de fibre qu'on utilise, là, on peut faire deux vélos complètement différents avec le même moule, dépendamment comment il a été fabriqué. Est-ce que, selon vous, pour monsieur, madame, tout le monde, un cycliste là, du week-end, là, quelqu'un qui fait pas de compétition, là, c'est qui fait ça, un amateur, là, est-ce qu'il va vraiment faire une différence là, au niveau de la rigidité, de la solidité du cadre là, sur un vélo comme celui-là? Là? Ouais, non, je pense pas que... ça soit un critère. Non, monsieur, madame, tout le monde peut voir comme... Il va voir la légèreté, probablement, mais c'est facilement mesurable et quantifiable. Mais en termes de comment je peux dire, de qualité de ride, là, de rigidité et tout ça, je pense pas. Je pense pas. OK. Puis, à long terme, je l'ai pas trop vu encore, là, parce que c'est assez récent, les vélos de montagne en carbone, surtout des doubles suspensions. Mais j'ai peut-être des craintes pour la corrosion à long terme. Là. Quelqu'un qui garde son vélo plusieurs années puis qui roule beaucoup les conditions mouillées. Tu veux dire au niveau du carbone? Oui, les jonctions carbone-aluminium. OK, ouais. J'ai hâte de voir comment ça va vieillir. OK. Ouais, ce qu'on appelle la corrosion galvanique. Mm-hmm. Ah oui, OK. Ouais. Donc pour les gens qui l'utiliseraient peut-être un peu plus 4 saisons, ça serait un peu plus un critère, là. Les gens qui font très attention, puis c'est peut-être moins évident, là. Puis il y a aussi le fait que le carbone, on entend dire que ça se répare assez bien aussi. Fait que je sais pas si dans la région ici, là, on peut facilement encore trouver des endroits pour faire réparer des vélos de carbone, là, mais... Ouais, je pense que oui, mais encore là, la réparation de carbone, c'est dur à dire si c'est plus solide ou moins solide que l'ancien. Fait que je pense que la pratique, c'est d'en mettre plus épais. Ouais. Puis aussi, de toute façon, lorsque les vélos sont encore garantis, mais généralement, les compagnies là, vont offrir des services de remplacement. Là, bon. Fait que là, on a parlé du matériel, puis c'est pas un critère décisif là, vraiment qui va nous permettre de trancher qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est moins bon. Si on parle de type de suspension, là, t'as-tu une préférence, Simon, par rapport à ça, toi?
Moi, j'aime quelque chose qui est simple, qui est fiable, qui va pas tout le temps, il va demander peu d'entretien, il va pas briser tout le temps. Les types de suspension, il y en a beaucoup. Ça a été comme les grosses innovations dans les derniers, voilà peut-être 15-20 ans. Là, on voit beaucoup de brevets qui arrivent à échéance ou qui sont déjà arrivés à échéance dans les prochaines années. Donc, ça va comme libérer un peu comme le DW-Link, il va arriver à échéance bientôt. Fait que je m'attends à ce qu'il y ait probablement d'autres marques qui reprennent ça. Un peu comme quand le brevet du Horselink a expiré. Il y a un système de suspension, tu peux donner quasiment les caractéristiques que tu veux. Fait que tu pourrais avoir un DW-Link qui a à peu près les mêmes caractéristiques qu'un Horselink. Fait que ça dépend vraiment de l'usage que le designer en fait avec. Oui. Mais comme là, c'est la mode des 6-bar linkage, ça rajoute beaucoup de complexité, beaucoup de bearings, d'entretien à faire. Donc, en tout cas, pour moi, la preuve reste à faire de est-ce que ça vaut vraiment la peine de surcomplexifier, de rendre le vélo plus léger pour les avantages que ça offre. J'ai pas... Parce qu'on voit encore complètement l'inverse aussi, là, des vélos simples pivots avec très peu de bearing, et puis ça fait ça aussi, ça fait ses preuves dans le passé. Là, exactement. Un design simple, mais ouais. Jérôme. Oui, moi je vise la durabilité aussi. C'est sûr, plus il y a de pivots, plus il y a des chances que ça soit onéreux à remplacer. Des fois, les compagnies vont utiliser des roulements qui sont très, très chers. Oui. Très fins, à double rangée, versus un roulement standard qui va coûter... Ça peut être simple à 4 fois le prix d'un roulement. Oui. Puis ça paraît là, quand on a 8 à changer. Puis idéalement, un bon vélo, un bon pivot bien conçu, ça peut durer très longtemps si les roulements sont bien proportionnés. Puis... Ouais. Puis on assiste aussi à une convergence. Tu sais, comme là, on voit souvent, ils ont copié tel vélo. Plusieurs compagnies de vélos, ils font des vélos qui se ressemblent beaucoup avec le même layout de suspension, mais on assiste à une convergence comme... Toutes les compagnies ont les mêmes contraintes de design. Ils veulent placer un amortisseur avec un piggyback. Ils veulent un dropper pose de 240 mm. Fait que ta tige-aile, il faut qu'elle soit droite. Tu veux une bouteille d'eau en avant. Tu veux pouvoir mettre une pompe, un tube. Là, après ça, que les e-bikes, ça prend un moteur, ça prend une grosse batterie. Fait que quand tu mets tous ces intrants-là dans ton design au début, ben il n'existe pas un millier de solutions ou de layouts de suspension possibles. On en parlait tantôt de standards. Là, Jérôme, tu disais j'aime les choses qui sont plus standardisées, plus faciles à trouver, tout ça. Là, mais justement, le désir... je pense que c'est peut-être une demande de la clientèle aussi d'avoir la tige de selle, le dropper post, adapté à notre taille, dans le fond, là, parce que puis des fois, justement, la tige de selle permet pas d'avoir une insertion là, très longue parce qu'il y a une courbe dedans. Exact. Donc, ça, tu me confirmes que de plus en plus, les compagnies commencent à regarder ça. Puis, oui. Puis moi, je pense que c'est un must. Puis là, je le vis. Là, j'ai switché sur un vélo que j'avais 210 de dropper. Puis là, sur mon autre vélo avant, j'avais juste 175. Puis je m'étais habitué. Je pensais que c'était la norme. Je trouvais ça normal. Puis quand j'ai roulé le vélo avec 210 de dropper, puis que je suis revenu sur le vélo avec juste un 175 dropper, j'étais incapable de rouler, là. J'avais la selle dans les genoux, dans les cuisses. C'était un deal breaker pour moi, là. Fait que c'est rendu si j'avais à me racheter un nouveau vélo aujourd'hui, je regarderais juste des vélos que je peux fitter un dropper pose de 2,10 à 2,40, là. Absolument. Ouais. OK. Ben, je te rejoins là-dessus, parce que moi, quand j'ai monté mon vélo, celui que j'ai acheté, justement, c'était un critère. Je voulais être capable de dire, je vais mettre la tige de selle la plus longue possible. Exact. Puis on dirait que ça, tant que tu n'as pas goûté, tu sais pas trop à quoi ça ressemble ou les avantages, mais dès que tu l'essayes puis tu reviens, c'est indéniable les avantages, là. Puis je pense que pour les gens qui sont grands, c'est encore plus un facteur, ça devrait être encore plus un facteur déterminant, là. Lorsque tu regardes le vélo, je pense qu'il faut porter une attention particulière à ça, parce que souvent aussi les vélos, lorsqu'on les achète,
vont venir avec une tige de selle télescopique de base, là, ben c'est peut-être pas assez long pour toi, ou peut-être tu vas vouloir la changer, ou peut-être même que le vélo que tu vas acheter, il n'y en a pas de tige télescopique. Parce qu'il y a des compagnies aussi qui font ça, ils disent ils mettent une tige fixe, puis parce qu'ils s'attendent à ce que les gens vont le changer pour mettre la longueur qu'ils ont besoin. Ouais, exact. Ça fait que, ouais, on va voir ça de plus en plus, selon vous, dans l'industrie, là. Ouais, je pense que la course au plus gros dropper pose, c'est pas encore... au plus gros débattement de dropper pose, c'est pas encore terminé. Non, ok. Ah ben, un bon petit changement là, dans l'avenir. On va peut-être entendre des gens qui chialaient dans le passé, là, qui ont fait être un peu plus satisfaits à ce niveau-là. Sans vouloir quitter complètement le sujet du matériel, là, est-ce que je me trompe ou on semble voir un petit retour de l'acier là actuellement, là, en tout cas au niveau dans la sphère médiatique là, J'ai même entendu des échos d'un retour du titane aussi. Ah oui. Ouais. Pour vrai, ok, c'est bon ça. Mais ouais, je vais laisser Jérôme commenter là-dessus, là, mais tu sais l'industrie du vélo c'est comme tout le temps des modes là, puis il y a la technologie avance de toutes les pièces, de toutes la fabrication, fait que on déterre souvent des vieilles modes pour les amener au goût du jour, puis des fois je vois pas vraiment les avantages, mais d'autres fois les technologies puis le riding a tellement évolué que ça fait tellement du sens. Si on parle vite là, comme ça de l'acier, là, déjà les méthodes de fabrication ont changé, les outils ont changé, et peut-être les aussi alliages, que ça vaut les alliages, peut-être que ça vaut la peine de à nouveau se replonger et regarder ces opportunités-là, mais pour justement, Jérôme, là, pour une personne avec ton expérience là, qui a commencé avec les vélos en acier. Ouais. Ben, l'acier, ça dépend ce que la personne fait. Là. Moi, je roule beaucoup 4 saisons, puis c'est dur au Québec, des vélos en acier, c'est dur. J'ai eu quelques vélos qui ont assez rouillé pour casser. Là. OK. Fait que, ben, le titane, il y a cet avantage-là d'être complètement inoxydable. Souvent, on entendait que Titane était trop flexible pour faire des vélos à suspension. Je pense que c'est une question de design puis de travail de tube. Faut que ça soit très volumineux le Titane, donc avoir une bonne rigidité. Ce que j'ai vu, c'est surtout le fait d'artisans là, des vélos à double suspension. Hein. J'ai pas encore vu une grande marque là, faire des gros vélos à suspension en acier ou en titane à plus forte raison. Mais côté durabilité, c'est intéressant. Moi, j'aime bien les produits qui durent longtemps. C'est sûr que dans l'industrie, c'est intéressant quand ça dure pas trop longtemps aussi. Mais je trouve qu'on est rendu dans l'industrie et on tolère des choses qui durent pas très longtemps. Là. Tu sais, les chaînes 12 vitesses, là, si la personne roule dans du sale, là, ça passe vite. Là. Oui, hein. Ça, c'est une des choses, justement, que je discutais avec des amis là, récemment. Là, les chaînes, que c'était étonnant que ça... le rythme à lequel on pouvait passer au travers des chaînes 12 vitesses, là, c'est quelque chose en 2024. Puis là, avec les vélos électriques, la même chaîne qui est faite pour une certaine puissance humaine, mais là, on la multiplie par 2, par 3. Puis moi, j'ai entendu des gens des magasins là, qui disaient qu'il y avait un client qui n'était pas un cycliste, fait qu'il connaissait pas trop le fonctionnement des dérailleurs. Il est resté sa même vitesse tout le mois qu'il a eu son vélo. Il est revenu un mois après, puis chaîne et son pignon qu'il a utilisé était à changer. Là. Le pignon et la chaîne. Quelques semaines, oui. Puis là, évidemment, on peut pas changer juste un pignon de nos jours. Là. Ben ça va. Il y a une tendance à l'écologie, à l'économie. Peut-être que ça va être quelque chose qui va revenir même sur des vélos haut de gamme. Là, mais là, je trouve qu'on l'a perdu de vue pas mal, la durabilité. Oui. Ben, si c'était peu durable, mais peu cher, ça serait une chose. Mais lorsque tu payes les vélos au prix où on les paye aujourd'hui, on veut qu'ils nous durent longtemps, on veut les garder longtemps, là, ou on veut que lorsqu'on les vende, ils soient encore en bon état. Là, ça fait partie des choses à regarder. Là. Il y a des pièces qui sont beaucoup améliorées, par exemple, côté durabilité, tout ce qui est suspension, amortisseur. Là. Avant, ça sautait beaucoup, il y avait des sauts à changer souvent.
Oui. Là, c'est beaucoup plus fiable qu'avant. Il faut que je garde l'horaire. Ah ouais, ça, je suis assez d'accord là-dessus. Ça, je pense que c'est... oui. Faut pas oublier aussi que c'est souvent le sujet de conversation, là, les vélos, la fiabilité, tout ça, mais on en demande beaucoup aussi. Là, en tant que consommateur, un vélo, là, on veut qu'il soit léger en bas de 35-34 livres. On veut que les suspensions soient ultra sensibles, qu'ils fonctionnent bien, qu'on n'ait pas besoin de faire des services pendant l'année longue en roulant dans la boîte, en les lavant à hausse. Puis, les vélos, ils se font brasser pas mal. Là. Puis on est exigeant, là. Oh oui, effectivement, là. Puis si on compare avec le passé, là, je veux dire, moi, ça fait longtemps que je fais du vélo, là, ça fait plus de 35 ans, puis ça brisait dans le temps, puis je veux dire, c'était en acier, puis c'était, tu sais, mais bon, ça brisait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Beaucoup, là. hein, les dérailleurs d'un rayon, puis les chaînes qui snappaient, puis les cadres aussi, tantôt on parlait, oui. nettement amélioré. Les freins sur les jantes, c'est ça, je me suis amusé à faire petite rivière Saint-François, j'ai fait 3 descentes avec des freins sur jante. À la fin de la deuxième descente, là, ça avait assez chauffé la jante pour que le pneu glisse. Là, ça arrachait la vanne de chambre. Puis là, j'ai vu que c'était pas fait pour la descente, là, ces vieux vélos-là. Oh mon doux, ça c'est bon, ça. Puis les patins, tu sais, ça usait les freins sur jante. Là. Oui. Tu faisais des fois là, en condition boiteuse, tu faisais 2 descentes, là, puis c'était fini. Il fallait que tu changes de pad, carrément. Là. Petite anecdote, je sais que moi, il y a très très longtemps, là, j'avais un vélo, je me rappelle un GT à l'époque, puis j'avais mis des freins Magura sur jante, mais hydrauliques. Là. Ouais, les HS11. Puis j'avais quand même pris des bonnes jantes là. Puis j'ai quand même passé au travers de mes jantes. Ça coupait les jantes. Ça a fini m'année là, ça craquait là, sur le côté, là, ça avait tellement usé que il y avait des petites fentes là, il a fallu que je change mes roues avec ça. C'est fait que c'était pas l'idéal. Ça c'était avant les freins à disque. Il y avait les jantes Mavic qui étaient recouvertes de plasma là. Ah oui, OK. Céramique, hein? Ah oui, c'est vrai. Les jantes avec un recouvertes de céramique, c'était. Ouais. Fait que ça évolue. Effectivement, ça change beaucoup. Puis donc c'est ça. Faut pas se dire que c'était mieux avant. C'est pas vrai. C'est vrai. On leur en demande beaucoup. Puis ils nous en donnent beaucoup. Oui. C'est vrai. Fait que on parle de toutes sortes de facteurs différents dans le choix, dans la conception des vélos. Mais je pense que si on s'en va vers une standardisation quelconque, ça peut avoir ses bénéfices, mais est-ce que c'est vraiment bien de vouloir standardiser tout sur, mettons, grosseur de tige de sel? Ça serait une bonne idée de standardiser ça ou ça peut freiner l'évolution si ça devenait un standard, dire OK, il y a juste une grosseur de tige de sel? Ou ça pourrait être contourné peut-être pour dire. Ouais, ben une fois que le standard existe, ben comme on dit, là, il est fait pour être brisé là, quand on a besoin d'autre chose. Hein. Ouais. Mais ça serait-tu bon qu'il y ait juste une grosseur de tige de sel? En tout cas, comme utilisateur, moi, si j'avais juste une grosseur de tige de sel, puis je m'achetais un super de bon dropper post, mettons, Kashima, sans fil, tu sais, puis là, je dis, OK, je vais réutiliser sur mon prochain vélo, mais là, après ça, le prochain, il n'y a pas le bon diamètre, je suis obligé de mettre des spacers où il rentre carrément pas parce que la nouvelle, tu sais, c'est-à-dire, ça peut être un facteur un peu frustrant, là. C'est sûr que, sur papier, quand tu regardes un site post 30.9, 31.6, là, tu te dis, pourquoi? Oui. Mais, c'est sûr que sur papier, l'idée fait vraiment du sens. Mais après ça, c'est sûr que, comme Jérôme il dit, tu le standardises, on dit, OK, 2 diamètres de dropper post, 34.9, 31.6, on reste là-dedans, puis là, dans une couple d'années, quelqu'un va arriver avec un dropper post révolutionnaire qui est pas capable de faire fitter dans son enveloppe de 34.9 tel ou tel item, puis là, il va créer quelque chose de complètement nouveau à côté, puis il va en créer un nouveau, fait. Récemment, dans un vélo électrique, là, c'est reparti. Il y a des 30.4, des 30.6. Puis... Mais plus de ça dans le bas de gamme, habituellement, plus que il y a infini. Tu sais, nous, on est habitué dans le haut de gamme, là, les vélos de montagne, 34.9, 30.9, 31.6, même 27.2 gravel bike, on pense que c'est les 4 diamètres qui existent, là. Mais quand tu commences à essayer de faire des vélos, là, vraiment très, très, très low-end, là,
Il y a quasiment une infinité de diamètres de seat post. Mais pour des choses, OK, le seat post, mais pour d'autres choses plus importantes comme les roues, tu sais, boost, super boost, tu sais, ça peut devenir un peu plus... Moi, je pense qu'on va assister tranquillement, ou du moins bientôt, à l'effacement du Super Boost 157. Là. Toutes les lignes de chaîne avec les nouveaux T-Type, les nouveaux Shimano auront bougé à 55. Fait que l'avantage d'avoir un Super Boost est est grandement diminué. Comme je disais tantôt, les gens ont plusieurs sets de roues dans leur garage qu'ils veulent réutiliser entre leur enduro, leur trail bike, leur DH. C'est quand même un choix qui freine, je pense là, à la sélection d'un nouveau vélo, là, le Super Boost. Là. Puis votre opinion sur les roues, justement, là, tandis qu'on en parle, avez-vous des préférences, aluminium, carbone, peu importe, là. Même, il n'y a pas juste ça maintenant. T'as aussi t'as du composite, il y a plein de trucs là, qui sont disponibles sur le marché. Là. C'est sûr que le budget est limité pour la tranquillité d'esprit. Une roue en carbone, ça va durer, ça va rester stiff. En tout cas, de mon expérience, là, la roue, les rayons vont garder plus leur tension. Tu le fais pas nécessairement pour le sauver du poids, parce que un rim en carbone, mettons pour de l'enduro, du DH, faut qu'ils bâtissent ça tellement solide que tu reviens à peu près au même poids qu'un rim en aluminium. Là. Mais c'est ça, après ça, quand t'as une si tu rides fort, pas d'insert, les risques de bris, c'est plus une fissure ou une brisure catastrophique, là, contrairement à une roue en aluminium qui va plus bosser. Fait. Ils ont chacun leur avantage et leur inconvénient. Oui, c'est ça. Parce que comme je parlais avec Luc Langevin lors de l'entrevue que j'ai faite avec lui, puis il disait que lui, il gardait sa préférence pour l'aluminium. Justement, il dit c'est plus facile à réparer une roue en aluminium. On peut la remettre droite, tandis qu'une cimenère en carbone, elle explose en course. En tout cas. Mais on entend complètement l'opposé aussi, là, au niveau de la Coupe du Monde, en descente, des coureurs qui roulent uniquement avec des roues de carbone. Il faut croire que les deux font leur preuve. Là. Il y a la place pour tout dans l'industrie, comme vous dites. Il y a pas de je pense pas qu'il y ait de mauvais matériaux, il y a juste un mauvais usage du matériau. Hein? Ouais. Dans nos choix, là, il y a tellement de choses qui sont offertes aujourd'hui encore là, au niveau de la géométrie. Pensez-vous que l'ajustabilité de la géométrie, ça peut être un facteur qui s'en vient dans le futur intéressant, ou c'est pas vraiment quelque chose qui va disparaître, ou parce qu'on le voit, il y a beaucoup de compagnies qui offrent là des flip chips, toutes sortes de trucs où on peut facilement ajuster qu'est-ce qu'on veut sur notre vélo. Croyez-vous que ça va être encore une tendance qui sera dans le futur, ou ça va être appelé à se stabiliser puis m'en aller à devenir... Je pense que c'est là pour rester. Ma pensée là-dessus, mon opinion là-dessus a beaucoup évolué dans les dernières années. Au début, je me disais, non, ça sert à rien. Un vélo, s'il est bien fait comme il faut, il devrait pas avoir besoin de tout ça. Il va être plus simple, plus léger. Puis là, aujourd'hui, quand je regarde, je magasine les vélos, les consommateurs ils savent plus qu'est-ce qu'ils veulent. Ils cherchent exactement un fit de géométrie parce qu'ils savent que c'est ça qui fit leur préférence. Ouais. Puis il y a aussi beaucoup de types de terrains différents. Fait que quand tu fais un vélo, ben tu veux le commercialiser partout au travers le monde. Les gens, raident pas de la même façon, raident pas le même terrain. Puis tu veux faire un nombre de grandeurs limité pour réduire la complexité de ton inventaire aussi. Fait que des fois, souvent, moi, je me ramasse entre deux grandeurs. Oui. Fait que là, être capable de mettre un headset pour ajuster le reach ou l'angle de direction, ben c'est quelque chose qui pèse beaucoup dans la balance quand... Moi, personnellement, je magasine un nouveau vélo. Là. Tout à l'heure, tu parlais, Jérôme, de ton fils qui fait des descentes, là. Mais je l'ai vu récemment, là, justement, chez des adolescents, que le père avait choisi un vélo, justement, où il y avait une possibilité d'ajustement, parce qu'il a dit, tu sais, il peut ajuster le reach, donc la distance entre le headset et puis la tige de selle, là, pour, justement,
avoir cette possibilité-là qu'au fil des années, quand son fils va grandir, de pouvoir... penses-tu que c'est une bonne idée, ça? Ouais, moi, je pense beaucoup à l'ajustement pour la roue arrière, pouvoir mettre 29 ou 27,5. Ah oui. Puis aussi pour optimiser, dépendant de la grosseur de pneus qu'on choisit de rider, on peut raccourcir son chainsaw rallongé. Ouais. Puis ça, la longueur du chainsaw, c'est quelque chose ça m'a souvent impressionné à quel point qu'un petit ajustement, ça paraît tout de suite. Une affaire de 6 mm, là, tu montes sur le vélo, puis tu t'en aperçois tout de suite. C'est comme la répartition de poids change, puis OK. Fait que oui, un flip chip au niveau de l'axe arrière, c'est intéressant. Puis c'est pas quelque chose que tu ajustes une fois puis que tu t'en sers plus. Là. Ça peut, dépendant de ta roue, des pneus que tu mets, tu peux aller chercher. Puis pour l'angle de direction aussi, dépendant de quel type de sentier on aime faire, quel type de pilotage on fait, on peut chercher plus ou moins nerveux, plus ou moins stable. OK. Là, une chose qu'on voit aussi maintenant, les tendances, c'est au niveau du stack, là, d'avoir des guidons plus hauts, de plus en plus hauts. Là. Donc, c'est ça, on l'a vu avec M. Dakota Norton, qui, parce que justement, au niveau de sa morphologie, il voulait avoir un positionnement sur son vélo, il dit qu'il y a des petits bras, donc il voulait avoir un rapprochement là, au niveau de son guidon. Puis là, il y a eu un test là, dans une vidéo là, cette semaine qui est sortie où justement ils ont testé ça là, au niveau d'avoir des rises là, sur des guidons là, plus élevés. Mais c'est des choses déjà qu'on avait testé dans le passé. C'est une tendance qui est à regarder, ça. Parce que tout ça, ça a un lien aussi avec le positionnement sur le vélo, avec le ballon, le centre de gravité aussi, là, le poids où il se situe par rapport aux roues. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Mais la géométrie, c'est un tout, hein, puis on est souvent focusé sur un ou deux chiffres. Oui. Mais nous, quand on fait des analyses de géométrie, on modélise la géométrie au complet, on superpose deux modèles qui ont l'air sur papier complètement différents, puis au final, le positionnement du rider peut être identique avec des chiffres différents. C'est que pendant longtemps, on a été focusé vraiment juste sur le reach, là, qui est la distance horizontale. Ouais. Mais un vélo qui a un head tube, là, une colonne de direction super courte, ben il va avoir un centre avant super court. Puis plus que tu peux avoir le même reach, mais avoir un head tube de 150 mm de long, puis là, tu vas allonger ton centre avant super gros. Donc, je pense que là, on commence à réaliser que choisir une grandeur juste avec le reach, c'est peut-être pas la meilleure façon pour se positionner sur le vélo, là. OK. Fait on fait comment aujourd'hui? On suit c'est difficile de faire ces choix-là en tant que consommateur, là. C'est beaucoup de choses à regarder. Avant ça, justement, tu dis on se fiait au reach. Ben, même avant ça, on se fiait à la charte, à la charte ou même à l'entrejambe, là. C'était on mesurait, c'était du 24, 26 pouces. Top tube qui était plus là. Mais je pense que la meilleure façon, c'est vraiment d'essayer les bikes, essayer aux journées de démo, essayer les vélos de ses amis des fois. Hey, je peux-tu essayer un lap ou deux avec ton vélo, changer avec ton ami? Des fois, ça nous ouvre les yeux sur une géométrie différente, mais aussi souvent, c'est des différences de positionnement du cockpit, là, les manettes de frein, les guidons, les poignées. Tout le monde a une préférence personnelle pour un autre. Puis à chaque fois que j'essaye le vélo de quelqu'un, je découvre quelque chose que j'avais pas pensé à essayer. Là. Donc, ça nous ouvre les yeux là-dessus. Effectivement. Essayer des choses. Parce qu'il y a pas... je pense qu'il n'y a pas un vélo qui... Pas avoir peur d'expérimenter. Essayer une potence 40 mm, essayer une potence à 50. Essayer de monter la potence un peu, la descendre, un guidon avec plus de rise, moins de rise. Le back sweep. Ça prend du temps, mais faire ça. Mais à chaque fois que tu essaies quelque chose, c'est un peu comme quand on essaie des nouveaux réglages de suspension. Il faut aller un peu dans l'exagération pour voir qu'est-ce qu'on n'aime pas, pour après ça revenir sur le droit chemin. Puis une fois qu'on l'a essayé, on sait qu'on n'aime pas ça, fait qu'on a éliminé toutes ces options-là. OK. Je pense ce qui est intéressant maintenant, c'est que les vélos permettent plus d'ajustements. Oui. On parlait des tiges de direction plus courtes. Ça, c'est quelque chose qui est bien parce que si tu veux être plus haut, tu peux. Si tu veux être plus bas, tu peux aussi. Versus quand tu as une grande tige de direction,
à moins d'avoir une potence bizarre qui descend, t'es un peu pris. Les vélos sont plus longs qu'avant, ça te permet d'avoir une potence plus ou moins longue, avancer ta selle, reculer ta selle. Avant, quand les tiges de selle étaient couchées, si tu voulais ta place, tu n'avais pas le choix. Là, tu ne pouvais pas avancer ta selle parce que tu te retrouvais dans le guidon. Puis les vélos, je trouve, sont plus ouverts à l'expérimentation, à différentes morphologies. Les top tubes sont énormément plus bas qu'avant. Oui. Puis ça, c'est pas un problème. Là. Si la personne est petite, ça lui donne du dégagement. Si elle est grande, ben là, elle peut se mettre une tige de selle. Ouais. Puis les chartes de géométrie maintenant sur les sites de vélo sont super détaillées, beaucoup plus qu'avant. Oui, Avant, on a de la misère à comparer deux vélos change pour change. Là. Maintenant, c'est super facile. Là. Puis au niveau justement de la géométrie, puis des angles, puis tout ça, y a-t-il des choses que vous recherchez là, personnellement là, dans votre usage? Mettons, tu dis, moi j'aimerais ça, c'est quand je cherche un vélo d'enduro, tantôt tu parlais d'enduro. Je veux avoir un tige de selle assez droite là, pour avoir une meilleure traction à monter. C'est-tu vraiment un facteur aussi? Aujourd'hui, avec tout l'ensemble des calculs, de la géométrie, c'est un peu perdu dans tous les calculs. Là. Je pense qu'il y a quand même une petite partie qu'on est tous un peu perfectionnistes, puis on va aller chercher le dernier 20% qui nous manque de perfection sur notre vélo. Là. Je pense qu'overall, tu checkes tous les vélos sur le marché, 80%, tu prends un vélo en boutique, puis tu peux aller rouler, puis tu vas avoir du fun pareil. Puis c'est des super machines. Là. Puis après ça, il y a la petite gang de nerds, si on peut dire, de bike nerds, qui essayent de tout le temps raffiner, puis de pousser le vélo un petit peu plus loin. Là. Mm-hmm. L'angle à selle. Ouais, mais c'est ça, tu sais, l'angle à selle, je pense qu'en grosse majorité, ça vient vraiment du type de terrain où est-ce que tu vas rouler. Si tu montes des côtes plus à pic ou moins à pic, si tu plat où est-ce que tu roules. Fait que c'est pour ça que je trouve que c'est le fun d'avoir les ajustements sur le cadre pour pouvoir adapter le vélo au type de terrain où est-ce que tu vas rouler. On voit un petit peu une tendance au niveau du retour des suspensions à haut pivot, là, high pivot, là, comme on avait parlé rapidement, mais comme Balfa était un des précurseurs à l'époque, dans les années 80-90, donc on en voit de plus en plus comme ça. Même, je pense que c'est ça que le vélo que t'as acheté. Le Trek, c'est un pivot élevé. Ouais. Puis même là, tu vois, les vélos high pivot de première génération, là, comme les Forbidden, les Norco, les Commensal Supreme V4, là, toutes les nouvelles versions qui sont sorties, le pivot virtuel est vraiment plus bas que les anciennes générations. Fait encore là, je pense qu'on est encore en espèce de convergence là, vers peut-être un entre-deux. Ouais, une entre-deux ou une suspension peut-être idéale là. Qui se rapprocherait peut-être plus d'un 4-bar avec un point de pivot un petit peu plus élevé, quelque chose comme ça. Je pense qu'on serait capable d'aller, on serait capable d'aller chercher quelque chose de similaire avec ça, là. Mais encore là, tu sais, on le voit, là, il y a des gars comme Nico Mullally qui ont fait l'expérimentation eux-mêmes, puis il a tout testé, là. Ouais, ça fitait pas vraiment son style de ride, puis comment il roulait. Fait qu'encore là, c'est une question de préférence. Je trouve que c'est un gros commitment pour une brand d'avoir uniquement un vélo de DH ou un vélo d'enduro, puis là, il faut que tu décides, il est high pivot ou il est low pivot, là, ça prend une grosse... ça positionne vraiment le vélo à quelque part. Ouais. Comme là, on a vu le nouveau Lapierre Spicy qui est sorti, puis tu peux décider de le configurer soit high pivot, low pivot. Ah oui. Là, ça a dû être un sacré casse-tête d'ingénierie puis de design là, pour faire les pièces qui fit comme ça, là. Mais ouais, c'est... je pense qu'on va encore avoir voir des nouvelles affaires. On va encore voir ça évoluer dans les prochaines années. Mm-hmm. Puis, mais en réalité, au niveau performance, là, si on s'arrête strictement au résultat en course, là, que ce soit en cross-country, en enduro ou en descente, là, on voit des athlètes qui gagnent sur
tous les types de Ouais. vélos-là. Là. Tous ces types de suspensions-là, tous ces types de cinématiques-là. Même débat avec les diamètres des roues. Ouais. Ouais, c'est ça, les diamètres des roues. Même chose, fait que, tu sais, il y a même débat, même résultat. C'est l'athlète qui fait la différence, là, en bout de ligne, là, parce que, écoute, je veux juste une petite anecdote comme ça. Je roulais avec des amis l'autre fois, puis le fils de mon ami me dit, peux-tu prendre ton vélo? Oh, ouais, ok, puis là, il s'en va, puis il part d'entrée, il commence à faire des jumps, puis tout. C'est juste carrément, tu sais. Il n'y a pas de différence là, avec son vélo ou mon vélo ou le vélo de l'autre de mes amis. Là. Fait que c'est pas mon vélo qui est meilleur ou son vélo qui est meilleur. C'est moi qui est pas bon. On aime ça souvent. Pas se trouver des excuses, là, mais des fois c'est facile de se dire ah ouais, mon pneu était pas gonflé, il était trop mou, fait que c'est pour ça que j'ai crashé ou il est arrivé telle affaire. Mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver. Ou ça peut arriver que c'est trop dur. C'est quand même par contre, tu sais, c'est juste faire une petite parenthèse, c'est quand même des choses qu'il faut expérimenter, ça. Que, tu sais, moi, par le passé, je portais pas assez attention à ça, tu sais, les pressions. Maintenant, je le mesure à chaque sortie, là. Mais, c'est la chose numéro 1. Ouais. Pression des pneus, pression des suspensions. Puis, faut pas avoir peur d'expérimenter là-dedans, puis aussi de changer des trucs. Des fois, dépendamment du terrain, là. Mais des conditions. Des conditions, oui. Au niveau des transmissions, il y a beaucoup de choses là, qui se parlent actuellement. Il y a beaucoup d'évolutions qui s'en viennent. On a vu l'apparition, là, plutôt le retour des gearbox, les courroies, tous ces trucs-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben ça, j'y pensais tantôt quand on parlait des pivots élevés. La courroie, notamment, c'est quelque chose qui a été aidé par la disparition du derrière avant. Le pivot élevé aussi, vu qu'il n'y a plus de derrière avant, c'est facile de mettre un pivot élevé sur un vélo d'enduro. J'avais essayé de mettre un derrière avant sur un vélo à poulie, là, puis je m'étais pas rendu très loin dans mon expérimentation. Mais ça, c'est des choses aussi qui s'appliquent au vélo électrique, la courroie, le gearbox. On voit ça en moto, là, pourquoi on verrait pas ça en vélo? Là? En vélo, on est assez limité, c'est la largeur de l'affaire. Sur les motos, la courroie est à peu près presque 2 pouces. 30 mm de large. Sur le vélo, on peut pas aller beaucoup plus large que 15 mm, peut-être. Peut-être une des choses qui limite. Puis la puissance transmise, elle peut être assez élevée aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est de grossir les diamètres des poulies de transmission, mais là encore, on arrive à des limites. Là. La courroie aussi est assez capricieuse pour la tension. Ça prend tout le temps un tendeur qui garde tout le temps juste assez la bonne tension, pas trop passer. Ouais, exact. Ouais. Fait que sur une suspension, ça rajoute un niveau de complexité de plus. Parce qu'on s'entend que pour, par exemple, là, j'en avais parlé avec Simon chez Panorama, pour un vélo d'aventure, un vélo de cyclotourisme, là, c'est avec un triangle arrière rigide, là, c'est parfait parce que la durabilité est extrême, puis là, attention, elle bouge pas, là. Peut-être que c'est quelque chose qu'on va voir. On commence à voir un petit peu, là. D'ailleurs, il y a Gamox là, qui ont sorti leur vélo avec une transmission gearbox. Le nouveau Z-Road aussi qui est sorti. Tout le temps des petits joueurs comme ça qui essayent de ramener le... Ouais. Mais en même temps, tu sais, il apporte l'idée aussi que de ramener ce poids-là au centre du vélo, en tout cas pour un vélo de descente, qui est quand même intéressante, là. C'est sûr que quand t'as les deux plus gros joueurs qui vendent des dérailleurs, des cassettes, puis là, tu te bats contre une technologie que ça fait des dizaines et des dizaines d'années qui améliore, puis qu'eux investissent la R&D là-dedans. Je pense qu'il y a quelque chose qui va accélérer le développement du gearbox puis de la courroie. Puis il y en a qui vont aimer, d'autres moins, mais c'est l'avenue des e-bikes. Oui. Comme là, on voit les combos de gearbox moteur dans un seul boîtier. Je pense que ça, c'est quelque chose qui va aider à démocratiser, si on veut, le gearbox.
Ouais, puis tu veux dire que dans le fond, peut-être si on le voit de plus en plus, à un moment donné, peut-être qu'on va voir seulement des gearbox pour des vélos musculaires. Ça va rendre le tout plus compact. Là, à la place d'avoir un moteur et un système de transmission, on combine le tout, deux en un. On centralise ça au centre du vélo. C'est fermé dans un boîtier scellé, donc on augmente la durabilité, la répartition de masse. C'est comme on le voit déjà rapidement. Aussi, la masse, la taille de ces appareils-là réduisent là, considérablement là, très rapidement. Là, parce qu'on peut juste regarder les e-bikes d'il y a 3 ans. Là, puis c'est ça, et des gros moteurs. Puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui, là, en 2024, là, c'est tout petit, là. Le ZF, là, il est vraiment minuscule, là. Ouais. Fait que, une tendance... Et ça, c'est un gros joueur, ZF, là. Ouais, il y a des encore gros joueurs qui vont s'attarder à ça aussi. Comme là, dans Eurobike, il y a des DJI qui est sorti. Moteur DJI, c'est une énorme compagnie qui font des drones puis tout ça. Fait que ça a pas fini encore d'évoluer, c'est sûr, là. OK, fait que DJI ont sorti des moteurs pour les bikes. OK. Wow. ZF, eux autres, ils font les transmissions là, à moitié des autos et des camions de la planète. Là. C'est, je pense, encore beaucoup plus gros que Bosch. Wow, OK. Ça attire des très, très gros joueurs, là, C'est un marché... d'autres industries, Un marché en évolution, puis où on va voir rapidement des nouveaux trucs arriver. C'est intéressant. Super intéressant, oui. D'avoir des trucs comme ça qui sont assez majeurs parce que le dérailleur, je pense que c'est la pièce de composante, même si on dit que ça évolue, qui est quand même passablement similaire depuis... Mais c'est parce que t'as pas le choix. Si tu veux l'efficacité, c'est une chaîne pointe. Tu vas pas passer par des engrenages en plus. Fait que si tu veux changer de rapport, il faut que la chaîne se déplace. Dès que tu mets un gearbox, tu rajoutes quelques pourcentages de perte de friction en plus. Et un peu plus lourd, en tout cas, à peu près. Là, J'aimais bien, je sais pas si vous l'aviez sans doute vu, là, le dérailleur à une poulie, là, c'était l'Albike. Oui. Ça a comme C'est un jeune ingénieur au BC, ça. Puis on commercialisé sur les Nicolai. Oui. Ouais. OK, c'est la poulie qui se déplace. Ça, c'était comme le premier essai d'améliorer... Ben, pas le premier, je sais, mais ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu d'essai d'améliorer le dérailleur arrière. Je trouvais que c'était brillant, parce qu'en réalité, la deuxième poulie du dérailleur, il la mettait en avant. Là où souvent, il y en a une, de toute façon, pour ton guide de chaîne. Exact. C'est celle-là qui se déplaçait. Fait que ça rendait le poids non suspendu plus léger. Un petit peu moins de pièces à ballotter. Puis là, à ce moment-là, tu peux fermer toute cette partie-là à l'avant, la protéger des éléments. Mais lui, c'est une cassette, je pense, en arrière? Oui, c'est un dérailleur... en arrière, c'est une cassette unique, puis en avant, c'était comme... Dans le fond, c'était le dérailleur qui était rendu en avant, là, avec... t'avais... c'était comme si elle séparait le dérailleur. Le dérailleur faisait juste dérailler, puis la poulie d'en avant, elle tendait la chaîne de dépendance. Mais le dérailleur était en arrière encore? Oui. OK. Mais j'ai pas vu aussi, justement, que Nicolas avait laissé juste une gear en arrière, puis qu'il a ramené le dérailleur à l'avant, au centre du vélo, avec un système ça me dit quelque chose, Nicolas, ils ont fait beaucoup d'affaires flying. C'est ça, mais dans le fond, là, Honda, c'est ce qu'ils avait fait aussi. Ben, c'est littéralement un dérailleur dans une boîte. Là. Parce que c'est ça, au niveau pour ceux qui ne s'en rappellent pas, dans les années 2000-2001, si je me rappelle bien, là, avec Greg Minard même, d'ailleurs, a couru sur ce vélo-là, le Honda. Brandon Furclair. Vélo chromé, c'est ça. Pivot élevé, qui était simple pivot, même. Puis, à l'intérieur, c'était simplement, il avait gardé ça secret, mais là, maintenant, on sait, à l'intérieur, c'était carrément juste un dérailleur Shimano, mais ramené à l'avant du vélo. Mais il y avait eu 2 systèmes dans ces boîtes-là. Il y avait un autre système complètement flyé qui marchait avec des leviers. C'était des leviers qui faisaient tourner des ratchets. Ah oui? On aurait dit que c'était une blague tellement que c'était compliqué. Mais ça avait du sens. C'était dans Mountain Bike Action, il avait montré les papiers du brevet de ça. Fait que c'était comme une transmission à rapport variable infiniment. Parce que tes leviers, tu pouvais changer la longueur en continu. Puis là, ces leviers-là, ils faisaient tourner des ratchets. Puis là, pour réégaliser la vitesse de rotation, parce que en faisant bouger un levier, aller-retour, tu avais comme une pulsation de la vitesse, tu avais des engrenages carrés.
Là, tu regardais, tu dis, mais voyons donc. On aurait dit une blague. Mais... Ils l'ont peut-être essayé, puis ensuite, c'était trop compliqué, puis ils ont fait le dérailleur dans la boîte. Ouais. Mais ça, ce système-là, c'était inouï. On aurait dit une blague, là, vraiment. Puis c'était trop poussé pour être une blague d'un autre côté. Je serais curieux de savoir en raté qu'est-ce que c'était, ce système-là. Ouais. Parce qu'on a peut-être pas fini de voir arriver des trucs dans le futur à ce niveau-là. Là. Ah oui, chaque invention peut avoir des répercussions partout là, dans le vélo. On développe, comme on parlait tantôt d'erreur avant qui s'en va, ben là, ça a permis de déplacer le pivot de la suspension où on voulait. Puis, en fait, c'est beaucoup plus simple maintenant. Faire un vélo à suspension avec un dérailleur avant, le pivot était à la même place que le dérailleur avant. Fait que tu avais ouais, c'est ça. C'était compliqué. Puis en plus de ça, on avait toujours la problématique des chaînes qui débarquent, puis de garder la tension. Mais là, maintenant, tu sais, derrière avec des clutches, les chaînes wide, comment on dit ça? C'est le large et nice. Narrow wide. Ouais, narrow wide. Merci. Plateau, ouais. Ça garde tout bien en place, là. Moi, personnellement, je pense que c'est une des choses, là, ouais, vraiment. Ouais, très révolutionnaire. Puis de plus avoir à garder, pas croiser la ligne de chaîne. La ligne de chaîne avec le dérailleur avant. Puis c'était tout le temps toute une gymnastique, là, de passer à l'avance. OK, il y a une côte qui s'en vient. Faut que je change mes vitesses. Qu'est-ce que je vais faire? Puis monsieur, madame, tout le monde, il finissait toujours en 24-12. Oui. Il roulait petit plateau, petit pignon. Puis... Ouais, effectivement. C'était... puis enseigner ça à un enfant, là, c'était compliqué. Moi, je l'ai vu. J'ai de mes 3 fils, là. Le premier, lui, il n'y a pas eu de problème. Il trouvait ça logique, puis ça allait. Les 2 autres, là, derrière avant, là, c'était comme, ouf, où est-ce qu'il est encore? Comme une transmission manuelle d'auto, là. Ceci dit, le dérailleur avant, moi, je trouvais qu'il y avait un avantage, là, je faisais beaucoup de cross-country à l'époque, puis c'était, justement, en arrivant, par exemple, devant de montée, souvent, j'utilisais seulement le dérailleur avant, puis clac, que je tombais. Ah oui, c'est ça. Puis la ligne de chaîne est meilleure aussi. Oui, tu changeais rapidement une grosse indexation là, sur tes vitesses. Là. Tu tombais rapidement en mode montée. Tu n'étais pas obligé de te faire 2-3 coups de bouton pour être en bonne position pour pédaler. Là. Mais bon, je pense quand même que on a amélioré les choses aujourd'hui de beaucoup avec les systèmes qu'on a là, avec du one-by. Ouais, avec les jeunes ici, je m'amusais à leur dire que le derrière avant, c'était la seule pièce qui pouvait s'auto-détruire à tout moment. Des fois, la chaîne faisait un nœud dedans, là, tu continues de pédaler, puis le derrière avant, ça plomb. Ah oui. Hey. Ah, puis combien de fois est-ce que la chaîne débarquait, puis ça se prenait au travers de tout ça, puis elle est entre le bottom bracket et puis les petits pignons, puis... même des fois, ça coupait des cadres. Là, la chaîne qui passait entre les plateaux puis les chainstays. Oui. Passait une couple de fois, là, puis là, il y avait une grosse coche, puis là, il y a une craque arrivée là-dedans. Ah oui. La dernière fois que je suis venu ici, on a parlé du projet de Nico Molali. On a glissé un mot tout à l'heure. Là, Nico, lorsqu'on s'était quitté ce printemps, il venait de recevoir les prototypes que vous avez fabriqués ici, le bonded, donc des tubes d'aluminium collés. Ouais. Est-ce qu'on a on a du nouveau là-dessus? Savez-vous qu'est-ce qui en est de ces essais? Mais là, vous avez sûrement vu la vidéo. Il a mis une vidéo sur son channel YouTube où est-ce qu'il expliquait le vélo après l'avoir roulé une couple de fois. À date, que des bons commentaires. On a vraiment réussi à pas émuler, là, mais reproduire les mêmes caractéristiques de ride que son vélo soudé à drastiquement plus léger. Puis là, on est en train de faire du raffinement au niveau de la robustesse puis de la fiabilité, si on veut. Là. On apprend des nouvelles choses tous les jours. On a un peu le meilleur pilote de test, si on veut, pour ça. Là. Fait que, ouais, pour l'instant, on continue l'expérimentation. Il nous donne vraiment du bon feedback. Puis on espère augmenter on vise à se rendre... à avoir la fiabilité et la robustesse pour que le vélo dure toute une saison, même plusieurs saisons. Mais oui, c'est le fun de travailler avec Nico. C'est de l'honnêteté, la transparence. Il te le dira pas
il passera pas par 4 chemins pour te dire ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Il est habitué de dealer avec ça. Puis il y a tout le temps un plan dans sa tête, 1 ou 2 étapes après toi que ce que tu penses, là. Il y a tout le temps une bonne réflexion derrière ça, là. Je sais que c'est un gars qui aime ça, c'est beaucoup de trucs. Puis là, il est vrai. Je sais que là, récemment, là, il est en train de tester, parce qu'il y avait son arrêt de la tête, tu dis, il y a des plans à l'avance. Là. Il voulait vraiment tester le triangle avant en acier. Fait que vous en a parlé, t'as entendu parler des j'ai vu son vidéo aussi qui est sorti, là. Je pense qu'il savait qu'il préférait le triangle avant en alu, mais il voulait le réessayer quand même, juste pour, je pense, se donner une bonne conscience, voir si ça pourrait fonctionner ou pas. S'il était capable d'aller chercher de la même rigidité avec des tubes de différents diamètres, là, avec différentes méthodes de fabrication, mais en acier. Exact. Mais comme ça, c'est là on voit l'avantage de l'aluminium, c'est que rendu à des diamètres de tubes aussi gros que ça, l'aluminium va te donner le meilleur rapport rigidité-poids que l'acier, là, dans ce type d'application-là. Ouais. Puis là, on a même un autre projet que moi puis Jérôme, on est en train de travailler pour Nico. Là, pour, qu'on peut pas vraiment dire de timeline pour l'instant, là, mais il y a tout le temps des idées plein la tête pour expérimenter. C'est super fascinant parce que, comme tu dis, tu sais, il est ouvert, tout, puis en même temps, il rend toutes ces informations disponibles au public là, sur sa chaîne YouTube, sur son Instagram et je pense aussi sur Facebook. Là, fait que c'est vraiment le fun de voir toutes l'évolution de de sa démarche là. Ouais, je pense que c'est ça qui rend ça vraiment je sais pas comment dire là, mais pas attachant, mais ça rend ça vraiment le fun de quelqu'un qui va te dire la vérité telle qu'elle est. Puis tu sais, lui, il avait pas peur de se cacher. On fait des expérimentations, des fois ça marche, des fois ça marche pas. On apprend de ça, ça a pas marché parce que telle affaire. Là, tu vois, son premier cadre en acier, il fonctionnait, mais pas nécessairement à son goût. Il fait une deuxième version pour améliorer. C'est vraiment cool. Puis c'est drôle parce que là, avant qu'ils viennent travailler avec vous l'an dernier là, pour ces cadres qui craquaient, là, je sais que là j'ai pris des podcasts où il parlait, Nico, puis il disait justement tu sais que là c'est plate, je suis comme un peu reconnu de tu sais sur la scène comme étant le gars qui casse ses frames, le que tout il dit ben c'est juste parce que je le publicise, je le dis au monde parce qu'il dit toutes les compagnies qui font des prototypes de descente sur la Coupe du Monde, plusieurs frames, craquent des frames, mais ils le disent pas. Exact. Mais c'est ça, mais c'est justement ça, je pense, qui rend ça comme attrayant pour nous d'écouter ça, là, c'est son franc-parler, puis il a pas peur de montrer tout le travail qu'il y a derrière ça, là, contrairement à peut-être d'autres brands ou d'autres plus grosses brands qui veulent garder les apparences, si on veut. Là, ouais. Ben, tu dis, c'est une question d'apparence, souvent. Une question de marketing, là. Oui. Ben, il n'y a pas la même aspiration non plus là, que, mettons, une grosse marque. Ouais, là, les Specialized ou les Trek de ce monde. Tenzo, peu importe. Là, ben, c'est super intéressant, super fascinant. Puis je suis content que tu me dises que vous poursuivez cette collaboration-là. Parce que c'est fun aussi de voir sur la Coupe du Monde l'équipe Frameworks avec le logo de Faction Studio sur le jersey là. On en est très fiers. Est-ce que justement cette visibilité-là vous a apporté un petit peu de connaissance là, de la marque là, ailleurs? Avez-vous eu des échos de ça? Mais on a beaucoup de feedback des gens de l'industrie, surtout. Je pense que n'importe qui travaille dans l'industrie du vélo suit le projet Frameworks. C'est quelque chose, je pense, qui fait triper tout le monde. Là. Fait que souvent, quand on parle à des clients ou des nouveaux clients ou des nouveaux contacts, qui nous parlent souvent de ça, là, c'est vraiment une bonne carte de visite pour nous. Là. Ah, ben c'est fun. C'est bien, tu sais, que Nico prenne soin aussi de faire connaître la marque aussi. Puis, c'est bien. C'est le fun. Donc, beaucoup de nouvelles choses qui s'en viennent. Beaucoup de projets pour vous encore cette année. Beaucoup de marques avec lesquelles vous travaillez. Puis, on peut pas parler, bien sûr. Malheureusement, non. Bon, ben écoute,
merci, je suis content. On a parlé beaucoup de trucs, beaucoup de sujets. Je pense qu'on a fait un bel overview de ce qu'est l'industrie aujourd'hui, puis de ce que sont les vélos. Puis si on résume, faut essayer, puis ça va vraiment dépendre de nos préférences. Il n'y a pas grand-chose de mauvais, je pense, sur le marché en ce moment. Faut vraiment, par contre, choisir en fonction de nos besoins, de l'utilité qu'on va en faire, puis d'apprécier ce qui est disponible aujourd'hui. Là. Exactement. Bien résumé. Ouais. Oui. Bon, je vous remercie, puis on va inviter les gens peut-être aussi à venir voir sur les médias sociaux, Faction Bike Studio, Instagram, Facebook, sur la page web aussi. Beaucoup d'informations, des choses intéressantes à voir. Puis garder un œil sur ce qui transpire un peu dans les médias. Peut-être des collaborations avec les médias, justement, qui s'en viennent. Des choses qu'on peut regarder. Plus ou moins. Je pourrais pas te dire. Peu qui viennent en tête. Non. Bref. Il y a des affaires, mais non officielles, que je peux pas encore parler. C'est bien correct, c'est bon. Merci beaucoup. Ça a été super généreux de votre part. Je suis très heureux d'avoir eu encore une chance de jaser avec vous aujourd'hui. Puis, c'est un plaisir partagé. Ça fait plaisir, oui. OK. Merci beaucoup. Merci, Steve. Bye. C'est à vous. Merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, allez liker et puis abonnez-vous afin de rester informé de l'apparition des prochains épisodes. Puis, surtout, n'hésitez pas à partager à vos amis, de faire connaître le podcast, et puis vous pouvez communiquer avec moi sur Instagram ou sur Facebook à QCMTB Podcast. Et puis, à la prochaine!